Nous allons voir dans cette vidéo, par l'aspiration, comment séparer les microparticules de poussière, les plus grosses, les PM10. Alors, nous connaissons tous l'aspirateur cyclonique, inventé par Dyson. Il n'utilise pas de sac de filtration. Alors cette application va nous servir d'exemple pour introduire des notions importantes de la dynamique des fluides. On verra l'équation de Navier-Stokes, le nombre de Reynolds qui sert pour définir les régimes laminaires ou turbulents, ou encore le nombre de Stokes pour définir l'advection ou le régime inertiel. Techniquement, un aspirateur, ça consiste à canaliser un courant d'air qui entraîne les poussières vers une enceinte close. L'enceinte est un cylindre sur sa partie haute, puis la section diminue formant un cône dans sa partie inférieure. Intéressons-nous d'abord au mouvement de l'air dans l'enceinte, juste avant d'introduire les poussières. L'air va entrer tangentiellement à la circonférence du cylindre en partie haute. Il va se créer un premier tourbillon, un mouvement circulaire de l'air dans le cylindre. Alors pour comprendre la distribution du champ de vitesse, V, il nous faut introduire les deux équations de Navier-Stokes. Alors Navier, il est né à Dijon et il est l'auteur de l'une des 10 lois qui ont révolutionné le monde sociétal. Cette équation est générale et elle s'applique à de nombreux domaines, la finance, la météorologie, et tout cela par analogie avec la fluidique. Une équation très complexe, oui, et elle n'admet toujours pas de solution analytique. C'est toujours un casse-tête pour les mathématiques, peut-être un des derniers problèmes issus de la physique classique qui n'est toujours pas résolu. Expliquons les différents termes de l'équation. Le premier, la convection de l'air, c'est-à-dire la répartition du champ de vitesse dans l'espace et le temps, va suivre les gradients de pression, c'est-à-dire là où les changements de pression sont les plus importants. Le champ va dépendre bien entendu des forces extérieures appliquées, comme la pesanteur ici, et être sensible, comme dans le dernier terme, aux notions de frottement, c'est-à-dire la diffusion, la viscosité. C'est une équation qui traduit finalement la conservation de la quantité de mouvement. La seconde loi de Navier traduit, quant à elle, la continuité du champ, c'est-à-dire exprime s'il y a expansion du champ ou pas, à l'aide de l'opérateur divergence. Alors on avait vu que pour un fluide incompressible, le champ de vitesse ne va pas diverger, donc div de V est nul. C'est encore plus compliqué pour un gaz, vous voyez ici que le champ de vitesse est forcément relié au changement de la variation de masse volumique localement. Tout cela pour dire que seules les simulations numériques donnent actuellement une vision réaliste du problème. Alors une vision simpliste est de considérer la rotation du champ de vitesse. Elle n'est pas nulle. Donc l'opérateur rotationnel, comme son nom l'indique, mesure la rotation du champ de vecteur. On se sert de ce rotationnel pour définir le vecteur vorticité, ou encore appelé vecteur tourbillon, que l'on note oméga. Alors oméga, c'est donc un vecteur qui va être perpendiculaire au plan formé par le tourbillon. La norme du vecteur tourbillon n'est rien d'autre que la vitesse angulaire. Il prend une valeur positive pour une rotation dans le sens trigonométrique, comme représenté dans ce cas. Le fluide suit donc un tourbillon rapide, on l'appelle aussi le vortex. On peut se ramener à un problème de mouvement circulaire avec une force centrale qui s'applique sur un petit élément de masse d'air. Ce serait une force centripète avec une accélération de V carré sur R. Si l'on prend grand R, le rayon du cyclone. Si l'on s'intéresse à la partie conique maintenant, le rayon va progressivement diminuer, donc le mouvement va s'accélérer et la vitesse va augmenter. Alors des vitesses de 100 km/h, supérieures à 25 mètres par seconde, peuvent être atteintes. Le vecteur tourbillon augmente ainsi en norme. Les simulations en bas de cône sont intéressantes. Elles montrent que le tourbillon adopte un comportement turbulent. Alors pour définir ce régime turbulent, on se base sur les travaux de Reynolds. Le nombre de Reynolds, RE, sans dimension, exprime le rapport des effets inertiels et des effets de viscosité. Si RE
est supérieur à 3000, on est en régime turbulent. On peut calculer RE dans notre cas, alors avec une vitesse de 25 mètres par seconde, une viscosité dynamique mu de l'ordre de 10-5 et un rayon de l'ordre du décimètre. Nous sommes bien en régime turbulent. Et cette turbulence va opérer localement comme un bouchon. L'air n'ira pas à la toute extrémité du cône, il va même quitter cette instabilité et repartir en sens inverse, et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est le vortex interne que vous observez en bleu sur la figure. Il y a comme un retournement du fluide. Maintenant que nous connaissons les lignes de courant dans l'enceinte, introduisons les poussières dans le flux d'air. On considère d'abord des grosses particules. Alors la question est de savoir si les particules vont être portées par le courant d'air ou pas. Pour étudier le comportement d'une particule dans un fluide, on utilise un autre nombre sans dimension, celui de Stokes. Il représente le rapport entre l'énergie cinétique de la particule et l'énergie dissipée par frottement avec le fluide. Alors une particule qui a un faible nombre de Stokes, c'est-à-dire St inférieur à 1, suit bien les lignes de courant du fluide. On parle du phénomène d'advection. Sinon, si St est supérieur à 1, la particule est gouvernée par son inertie et elle continue le long de sa trajectoire initiale. Vous avez le calcul de posée avec ρs qui est la masse volumique de la particule et grand L sa taille. Clairement, pour les particules grosses de diamètre supérieur à 100 microns, St est bien supérieur à 1. Les grosses particules vont sortir des lignes de courant du cyclone. Elles sont gouvernées par l'inertie. C'est comme si elles ressentaient une force fictive, une force centrifuge, qui venait les plaquer contre la paroi de l'enceinte. Alors au contact de la paroi, elles perdent leur vitesse par les forces de frottement et elles glissent sur les parois extérieures pour être collectées dans la partie conique inférieure. Et elles tombent ainsi par gravité en bas du récipient. Pour les particules plus petites, ici un calcul pour 100 nanomètres, nous sommes dans le cas de l'advection parfaite. Toutes les petites particules vont suivre le premier vortex externe, le rouge, et ensuite elles vont être accélérées et puis éjectées dans l'autre sens, dans le second vortex interne pour s'échapper enfin de l'enceinte par la partie haute. C'est ainsi que l'on peut séparer les particules au-delà de 10 à 100 microns. Nous venons d'expliquer le principe physique de la centrifugation. Alors une dernière question. En quoi cette centrifugation est-elle bien une aspiration? Nous avons montré que la vitesse à l'intérieur de l'enceinte conique augmentait. Et on sait, depuis les travaux de Bernoulli, qu'une augmentation locale de vitesse induit une dépression. En fait, c'est l'effet Venturi. D'un point de vue physique, l'aspiration d'air à l'intérieur de l'appareil crée une dépression. La pression est donc inférieure à la pression atmosphérique. Il y a donc un mouvement d'air de l'extérieur vers l'intérieur pour tendre à égaliser les pressions. Puis, comme cet air aspiré est constamment évacué vers la partie supérieure de l'enceinte, la dépression est sans cesse renouvelée, donc le mouvement d'air extérieur-intérieur est bien maintenu.